Bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 19h30 pour parler de toutes les informations sportives de ce week-end. Le week-end dernier, bien évidemment. On va parler de ce qui va se passer cette semaine car il y aura au programme la Ligue des Champions, la Ligue Europa pour les clubs français et puis les autres, bien évidemment. Il y aura également, on va revenir sur ce qui s'est passé en Ligue 1, on reviendra sur ce qui s'est passé en Ligue 2 avec la victoire du FC Sochaux Montbéliard. Ça fait plaisir et surtout pour les buteurs, on en reparlera tout à l'heure. On va s'intéresser aussi à ce qui s'est passé en National 2 et National 3 pour nos équipes franco-comtoises. Ça s'est pas trop mal passé dans l'ensemble. On s'intéressera bien évidemment au handball car il y avait le SBF qui jouait ce week-end au Palais des Sports, à Palante également qui était en déplacement, au Grand Besançon du handball qui était en déplacement chez un favori de cette Pro League. On reviendra également sur le CS Vesoul. Bref, vous avez compris, on reviendra sur toute l'actualité sportive en Franche-Comté. Bonsoir à Mister Fred, comment ça va ? Salut Fred, bonsoir à tous, moi ça va. Ça va bien ? Passez un beau week-end ? Ouais, nickel, oui. Nickel. Oui, à part le temps, à part la météo, quoi. Ah, c'est vrai qu'on s'est bien fait rincer du côté du complexe de la Malcombe ce week-end. Bon, on va revenir sur ce qui s'est passé. On va arrêter un petit peu le Aller Sochaux, même si on adore, bien évidemment. Et on va s'intéresser tout de suite. Est-ce que tu sais ce qui se passe cette semaine, Fred ? La Ligue des Champions et puis la Ligue Europa, oui, c'est le retour des matchs de Coupe d'Europe. Exactement. Allez, je vous mets la petite chanson qui va bien, le petit jingle, et puis on en parle juste après. On va laisser la petite chanson en fond. C'est vrai qu'on aime bien cette petite chanson de justement la Champions League, la Ligue des Champions. Et on va s'intéresser dans le groupe A pour vous donner ce qui va se passer ce 6 novembre avec le Real de Madrid qui affrontera Galatasaray à 21h et le Paris Saint-Germain qui recevra le Club Bruges à partir de 21h également. Avec, comme on s'en rappelle, il y a peu de temps, le Paris Saint-Germain était en déplacement à Bruges et ça s'était soldé par un 5-0 pour les Parisiens. Il ne devrait pas avoir trop de problèmes, mais attention, vous allez voir que ce week-end, il y a eu une défaite pour le Paris Saint-Germain. On regardera où ça s'est passé, on en parlera tout à l'heure dans la page Ligue 1. Bon, du côté du Real Madrid, le Real n'a pas trop le choix, il faut que le Real s'impose car... il est encore à portée de fusil de Bruges ou voire même de Galatasaray. En cas de victoire de Galatasaray, les Turcs reviendraient à 4 points également. Donc attention à ce match du côté du Real de Madrid. Et on verra que ce week-end, dans les différents championnats, tous les gros ont perdu. On en parlera tout à l'heure quand on fera le tour d'horizon. Dans le groupe B, c'est le groupe du Bayern de Munich qui a aussi pris une gifle ce week-end, on en parlera tout à l'heure. Et puis d'ailleurs, l'entraîneur Niko Kovac a été démis de ses fonctions, on reviendra tout ça tout à l'heure, on en parle un peu en avance. Ce 6 novembre à 18h55, attention, le Bayern de Munich recevra l'Olympiakos. Bon, le Bayern est en tête largement, il devrait se qualifier tout de même. Et dans l'autre rencontre, ce 6 novembre, à partir de 21h, l'Étoile Rouge de Belgrade recevra Tottenham. Dans le groupe C, le groupe de Manchester City qui se déplacera du côté de l'Atalanta Bergame ce 6 novembre à 21h. On parlera bien évidemment de cette rencontre avec Man City qui ne devrait pas avoir trop de soucis. Lui aussi est également à 9 points. On va peut-être baisser un peu le son de cette Ligue des Champions, même si bien évidemment on l'aime bien. Voilà, en fond c'est parfait. Et également le Shakhtar Donetsk qui lui se rendra du côté du Dynamo Zagreb. Les deux équipes sont à 4 points, ça va être un gros match et ce sera à 21h également. Dans le groupe D, le groupe de la Juventus de Turin et de l'Atlético Madrid, la Juve se déplacera du côté du Lokomotiv Moscou ce 6 novembre à 18h55, alors que dans le même temps, mais à partir de 21h, le Bayer Leverkusen recevra l'Atlético Madrid. Dans le groupe E, le groupe de Naples et de Liverpool, Liverpool recevra le Racing Genk, ce sera ce 5 novembre à partir de 21h. Et dans le même temps, à 21h également, Naples recevra les Red Bull de Salzbourg. C'est encore assez serré dans ce groupe. Naples est à 7 points, Liverpool est deuxième avec 6 points et Salzbourg est troisième avec 3 points. Dans le groupe F, on retrouvera le FC Barcelone qui recevra le Slavia Prague à partir de 18h55 ce 5 novembre. Et ce 5 novembre également à 21h, Borussia Dortmund, Inter de Milan. Donc ça sera aussi une très belle affiche car les deux clubs sont encore au coude à coude et ils ont 4 points tous les deux.
Ça va être un gros match, hein, je pense à des matchs à suivre de cette soirée. Dans le groupe G, le groupe de l'Olympique lyonnais qui recevra à partir de 21h le Benfica à Lisbonne. On se rappelle de ce qui s'est passé au match aller avec la grosse boulette d'Anthony Lopez qui voudra, à mon avis, se reprendre, et tout le groupe lyonnais également. Ce 5 novembre à 21h, à 18h55, le Zénith Saint-Pétersbourg recevra le Red Bull, le Leipzig. Dans le groupe H, le groupe de Chelsea et de Lille surtout, Lille qui sera en déplacement à 21h ce 5 novembre du côté de Valence et qui doit impérativement s'imposer, même si ça va être très compliqué. Mais il y a encore une petite chance. On sait que les Lillois au match aller contre Valence avaient dominé cette rencontre pour finir sur un match nul. Mais il faudra une victoire pour les Lillois de Christophe Galtier. Ce 5 novembre à 21h également, Chelsea-Ajax-Amsterdam. Ça va être un gros match. Chelsea s'était imposé à l'aller 1-0. Les Hollandais voudront sans doute se reprendre. Il y aura des belles affiches pour justement ces matchs retour. On va maintenant s'intéresser un petit peu à ce qui va se passer du côté de l'Europa League avec dans le groupe A, Séville qui sera en déplacement du côté d'Udelange ce 7 novembre à partir de 18h55. Bon, tous les matchs auront lieu ce jeudi 7 novembre. L'APL Nicosie dans le même temps recevra Karabag Agdam. On va s'intéresser au groupe B avec le FC Copenhague qui recevra le Dynamo Kiev. Ce sera donc à partir de 18h55. Le FC Lugano qui recevra Malmö, pour le moment en tête. Le FC Copenhague et Dynamo Kiev, suivi de très près par Malmö qui est à 4 points. Dans le groupe C, le groupe du FC Bâle qui est en tête avec 7 points. Le FC Bâle, lui, recevra les Espagnols de Retafe à 18h55 et dans le même temps, le FC Krasnodar recevra Trabzonspor en tête. Le FC Bâle et Retafe, les deux équipes sont aux 2 premières places. Dans le groupe D, on retrouvera le PSV Eindhoven qui sera en déplacement du côté de Linz à 18h55 et dans le même temps, Rosenborg recevra le Sporting Portugal de Jérémy Mathieu qui est en 2e position de ce groupe. Les Hollandais d'Eindhoven sont en tête. Du côté du Celtic Glasgow et surtout de Rennes qui sera en déplacement justement chez les Roumains de Cluj avec ce match aller. On sait tout ce qui s'est passé avec ces 2 cartons rouges pour les Rennais. Ils ont sans doute hâte de se reprendre à Cluj. Ce sera ce 7 novembre à partir de 18h55 et dans le même temps, la Lazio de Rome recevra le Celtic Glasgow. En tête dans ce groupe, Celtic Glasgow et Cluj. Rennes est en dernière position avec un petit point. Dans le groupe F, le groupe d'Arsenal, l'Arsenal sera en déplacement au Portugal. Et attention, l'horaire, ce sera ce 6 novembre à 16h50 du côté des Portugais du Vitória Guimarães. Et à 18h55 dans le même temps, le Standard de Liège recevra l'Eintracht Francfort. L'Eintracht Francfort c'est l'équipe qui en a mis 5 au Bayern Munich ce week-end, donc une équipe qui est en forme. Dans le groupe G, les Young Boys de Berne seront en déplacement du côté du Feyenoord de Rotterdam. Berne qui est en tête dans ce groupe avec 6 points à 21h. Et les Glasgow Rangers, dans le même temps, recevront le FC Porto à 21h. Ce sera sans doute un match à regarder, car les deux équipes sont au coude à coude dans la 2e et 3e place avec 4 points également. Dans le groupe H, on retrouvera les Hongrois de Ferencváros qui recevront le CSKA Moscou à 21h. Et dans le même temps, l'Espagnol Barcelone recevra Ludogorets Razgrad. Ça va être aussi un match à suivre. Tout est un peu serré, mis à part le CSKA Moscou qui est un petit peu décroché, mais rien n'est terminé dans ce groupe. Dans le groupe I, c'est le groupe de Saint-Étienne. Alors là, la Saint-Étienne n'a plus le choix. Elle doit absolument s'imposer du côté des Ukrainiens d'Alexandria ce 7 novembre à 21h. Et dans le même temps, Wolfsburg recevra la Gantoise en tête. Wolfsburg et la Gantoise. Saint-Étienne à 2 points, donc avec 3 points et un faux pas des premiers. Saint-Étienne pourrait recoller, mais maintenant, il faut des victoires. Dans le groupe J, Wolfsberger recevra l'Istanbul Basaksehir à 21h. Et dans le même temps, l'AS Rome sera en déplacement du côté de Gladbach, qui est en tête dans ce championnat d'Allemagne à partir de 21h. On verra si ça a changé ou pas. Si Gladbach est toujours, la semaine dernière, ils étaient en tête. On verra si ça a changé dans le tour d'horizon tout à l'heure. Ce sera donc ce 7 novembre à partir de 21h. Et dans le groupe K, on va retrouver Braga, les Portugais de Braga qui recevront les Turcs de Beşiktaş à 21h. Wolverhampton, les Anglais, recevront Slovan Bratislava à partir de 21h dans ce groupe. C'est Braga qui est en tête avec 7 points. Dans le groupe
L. C'est le dernier groupe avec Manchester United qui recevra le Partizan Belgrade à 21h. Et à 16h50, toujours le 7 novembre, les Hollandais de AZ Alkmaar se déplaceront plutôt du côté d'Astana. Et dans ce groupe, Man United est en tête avec 7 points, suivi d'AZ Alkmaar avec 5 points. On retrouve en troisième position le Partizan Belgrade 4 points et Astana qui ferme la marche avec 0 points. Bon, des programmes bien alléchants, n'est-ce pas Fred ? Ah oui, un beau programme. Mets bien le micro devant ta bouche. C'est un beau programme. C'est les matchs retour des matchs de poule d'ailleurs en plus. C'est ça, c'est les matchs retour des matchs de poule. Donc il va y avoir. Il reste 3 matchs donc, avant le tour suivant, quoi. Oui, c'est ça. Donc ça va être assez sympa. Il y a vraiment des belles affiches, notamment Chelsea-Ajax qui va être assez sympa. Oui, Borussia Dortmund, Inter de Milan aussi. Oui. Ça va être vraiment sympathique. En tout cas, des belles affiches. Mais on espère surtout que nos clubs français, à savoir bien sûr les 3 équipes engagées en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, Lyon et puis Lille vont s'imposer. Et également Rennes et Saint-Etienne. Du côté des 2 clubs de l'Europa League, de toute façon, il n'y a plus le choix. Il faut absolument s'imposer dans cette partie, sinon c'est tout droit. Pour le PSG, c'est quasiment fait. Hein, oui, le Paris Saint-Germain a... Une victoire contre Bruges, c'est quasiment fait. Oui, c'est ça. Ils ont un pied et 4 orteils on va dire, en 8e. On va dire que c'est presque fait. Oui, c'est ça. Il manque plus grand-chose. Une victoire contre Bruges et puis c'est fait. Eh bien, on va maintenant refermer ces pages justement de l'Europa League et de la Ligue des Champions et on va s'intéresser cette fois-ci à ce qui s'est passé en Ligue 1. Bon, tu as suivi ce week-end la Ligue 1, Fred ? Ah non, il y a le Tour d'horizon avant. Attends, je t'ouvre le micro. Et oui, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, car en il y a Italie et en Suisse peut-être. Non, j'ai pas le Suisse. Mais peut-être que toi tu l'as, peut-être que tu vas me le trouver. Allez, trouve-moi le championnat suisse parce que on va déjà commencer par les grands championnats. Parce que je crois même que Peter Zedler et son équipe de Saint-Gall ont battu le FC Sion 3-0. Dis-moi si c'est bon, il me semble que j'ai vu ça. On va déjà commencer par les championnats. Allez, pendant que Fred essaie de chercher ça, on va commencer par la première ligue. Car c'était la 11e journée ce week-end. Et il y a eu des surprises, comme je vous disais tout à l'heure. Tous les gros ont perdu ce week-end. Alors on commence déjà par Bournemouth qui a battu Manchester United 1-0. On a Sheffield United qui a battu Burnley 3-0. Arsenal et Wolverhampton font match nul, 1 but partout. Un but d'Aubameyang à la 21e minute de jeu. Man City a battu Southampton 2-1. Newcastle est allé battre West Ham 3-2. Brighton a battu Norwich City 2-0. Liverpool est allé s'imposer du côté d'Aston Villa 2-1. Chelsea en a fait de même du côté de Watford 2-1. Leicester City en a fait de même du côté de Crystal Palace 2-0. C'était ce dimanche. Everton et Tottenham se quittent sur un match nul, 1 but partout. Au classement, on va regarder ce que ça donne. Liverpool est toujours en tête avec 31 points, suivi de Man City 25 points, Leicester City 23 points, 4e Chelsea 23 points, 5e Arsenal avec 17 points. 18e Southampton 8 points, 19e Norwich City 7 points et 20e et bon dernier Watford avec 5 points. Au classement des buteurs, Vardy de Leicester City est en tête avec 10 buts, suivi d'Abraham de Chelsea 9 buts et Sergio Aguero de Man City avec 9 buts. Eh bien c'était tout ce qu'on pouvait dire sur cette première ligue. À moins que Fred ait quelque chose à rajouter, mais je pense pas. Non, c'est tout bon. T'as trouvé le championnat suisse, ben garde-le au chaud, tu nous le donneras tout à l'heure. Je confirme ce que tu disais pour le FC Saint-Gall, hein. Ils ont bien battu le FC Sion 3-0. C'est ça, et je sais même pas si l'entraîneur de Sion, je crois qu'il a donné sa démission. Allez, regarde un peu, on va voir si j'ai une bonne mémoire. On va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé du côté de l'Espagne. C'est bien ça, l'entraîneur a bien... c'est ça va, j'ai encore une bonne mémoire, c'est bon. On va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé du côté... de la Liga avec les résultats de cette 12e journée avec tout d'abord le FC Valence qui est allé battre l'Espagnol Barcelone 2-1. Levante, c'est la surprise, a battu le FC Barcelone 3-1. Un but de Lionel Messi sur penalty à la 38e minute de jeu, mais c'est Levante qui s'impose. Le FC Séville et l'Atlético Madrid se quittent sur un match nul, 1 but partout. De même entre le Real de Madrid et le Betis Séville, mais là, pas de but, 0 partout. Une petite surprise aussi.
Le Real Valladolid a battu Real Mallorca 3-0. Villarreal et l'Athletic Bilbao 0 partout. Osasuna a battu Alaves 4-2. Eibar est allé battre Leganés 2-1. Retafe est allé battre le Celta Vigo 1-0. Et la Real Sociedad en a fait de même du côté de Grenade 2-1. Il n'y aura pas plus d'autres journées. On va regarder ce que ça donne au classement. Le FC Barcelone est toujours en tête avec 22 points. Mais le Real de Madrid est encore là. Reprend pas l'avantage parce qu'ils ont 22 points également, mais une moins bonne différence de but. Troisième, la Real Sociedad 22 points. Quatrième, l'Atlético Madrid 21 points. Et le FC Séville est cinquième avec 21 points. En bas de classement, on retrouve 18e Celta Vigo 9 points. 19e, l'Espagnol Barcelone 8 points. Et 20e, Leganés avec 5 points. Au classement des buteurs, Moreno Villarreal est en tête. Avec Moron du Betis Séville avec 7 buts. Et Karim Benzema est troisième avec 7 buts également. Direction le Calcio avec la 11e journée qui débutait avec tout d'abord l'AS Rome qui a battu Naples 2-1. L'Inter de Milan est allé battre Bologne 2-1. La Juventus de Turin est allé battre Torino 1-0. Ce samedi, Cagliari est allé battre l'Atalanta Bergame 2-0. Il y a eu un match nul entre Lecce et Sassuolo, 2 buts partout. L'Udinese est allé battre Genoa 3-1. Et la Vérone a battu Brescia 2-1 avec dans cette rencontre des cris racistes envers Mario Balotelli. On en parlera tout à l'heure car il y a eu la même chose envers un Sochalien ce week-end qui évolue dans le championnat de Belgique. On en parlera dans la partie Sochaux, c'est proprement scandaleux. Voilà, il y a des caméras dans les stades, il y a peut-être temps de les utiliser et puis de poursuivre les auteurs de ces actes racistes. Car ça suffit un petit peu, il faut maintenant agir et je pense que, on en reparlera tout à l'heure, mais je pense que les joueurs devraient carrément quitter le stade, l'arbitre devrait arrêter la rencontre, car maintenant ça suffit, maintenant il faut agir. Avec la Fiorentina qui a fait match nul face à Parme, 1 but partout, et la Lazio de Rome est allée battre le Milan AC 2-1 au classement. Il restera une journée, ce lundi 4 novembre avec la fin de cette 11e journée avec Spal Ferrara qui recevra la Sampdoria de Gênes. Ce sera à partir de 20h45. En tête, la Juventus de Turin à 29 points. Deuxième, l'Inter de Milan 28. Troisième, l'AS Rome 22. Quatrième, Cagliari avec 21 points. En bas de classement, on retrouve 18e Brescia avec 7 points. J'avais omis de dire quand même que Mario Balotelli a marqué un but pour Brescia à la 85e minute de jeu. Voilà, faut toujours répondre sur le terrain, mais c'est quand même des conditions très difficiles et il va falloir que les instances se penchent là-dessus et agissent en conséquence. 19e, Spal Ferrara, 7 points. 20e, la Sampdoria de Gênes avec 5 points au classement des buteurs. Immobile est en tête, et largement en tête avec 13 buts, suivi de Lukaku, car il y avait eu la même chose avec Lukaku il y a peu de temps, à l'Inter de Milan, 9 buts. Et Muriel de l'Atalanta Bergame avec 8 buts également. On va se diriger vers la Bundesliga maintenant. On se rapproche un peu de chez nous aussi également, avec tous les résultats de cette 10e journée qui avait commencé ce vendredi avec Hoffenheim qui avait battu Paderborn 3-0. Ce samedi, l'Eintracht Francfort a corrigé le Bayern Munich 5-1, ce qui a provoqué la démission de Niko Kovac, qui a été démis de ses fonctions. Le RB Leipzig a explosé, parce qu'on peut dire le terme, 8-0 Mayence, je peux dire qu'on peut dire explosé. Le Werder de Brême et Fribourg, 2 buts partout. Gladbach est allé battre Leverkusen 2-1. Dortmund a battu Wolfsburg 3-0. L'Union Berlin a battu le Hertha Berlin, c'était dans le derby. 1-0. Le Fortuna Düsseldorf a battu le FC Cologne 2-0. Et Augsbourg s'est incliné chez lui face à Schalke 04, 3-2. Au classement, Gladbach est toujours en tête avec 22 points, suivi de Dortmund 19 points. Le RB Leipzig est 3e avec 18 points. 4e, le Bayern Munich 18 points. 5e, Fribourg avec 18 points. En bas de classement, on retrouve 16e, Augsbourg 7 points. 17e, le FC Cologne 7 points. 18e, Paderborn avec 4 points au classement des buteurs. Lewandowski est en tête avec 14 buts, suivi de Werner de Leipzig avec 9 buts. Et Pachecha, je l'ai bien prononcé, et de l'Eintracht Francfort avec 6 buts. C'était pas facile à dire. Bon, Fred, est-ce que tu as retrouvé un petit peu le championnat suisse, le championnat suisse qu'on appelle je te pose une colle là. Super League, bien sûr. C'est ça.
Allez, donne-nous les résultats de ce qui s'est passé chez nos voisins suisses. Nos voisins suisses, outre donc, la victoire des hommes de Peter Zelder, donc du FC Saint-Gall contre Sion 3-0, le FC Thun a été battu par le FC Zurich 1-0. Le FC Bâle et Neuchâtel-Xamax ont fait match nul 1 partout. Le FC Lugano est allé gagner à Lucerne 2-1. Et puis les Servette de Genève a battu les Young Boys de Berne 3-0. Ce qu'il faut au classement, c'est que malgré leur défaite, les Young Boys de Berne sont en tête avec 28 points. Deuxième, le FC Bâle avec 27 points. Troisième, le FC Saint-Gall avec 26 points. Du côté des Cobres romans, le FC Sion est 5e avec 17 points. Le Servette de Genève est 6e avec 15 points. Et Neuchâtel-Xamax est 9e et avant-dernier avec 12 points. Et le FC Thun ferme la marche avec 6 points. FC Thun. FC Thun, oui. Il n'y a que 10 clubs en Super League en Suisse. C'est ça, c'est oui. ça à noter. Hein. Il n'y a que 10 clubs. Hein. C'est un championnat où le FC Bâle, non, c'est le Berne qui est en tête, hein, c'est ça? C'est Young Boys, oui. C'est ça qui sont. C'est-à-dire qu'il y a 3 clubs qui se tiennent à 2 points, puisque ce sont les Young Boys, le FC Bâle et le FC Saint-Gall. C'est ça. Merci beaucoup, Fred, de nous avoir donné les résultats chez nos voisins suisses. On va maintenant ouvrir la page Ligue 1 pour regarder ce qui s'est passé. On traverse le Jura, on retourne en France. Exactement, on traverse le Jura, on retourne en France. Et oui, toi qui es féru de géographie. Et c'est vrai qu'on revient par ici et on va regarder ce qui s'est passé, notamment en Ligue 1, car il y a eu aussi des surprises comme dans les différents championnats. Et on va s'intéresser à ça, mais avant tout, il y a bien sûr le jingle. Et non, on va couper le jingle parce que qu'est-ce qu'on a oublié, Fred? La D1 féminine, bien sûr. Ah oui, parle dans le micro, parce que ça sera... La D1 féminine. Exactement, la D1 féminine, car il y avait la 8e journée au programme avec les résultats suivants. Bordeaux qui a battu Soyo 4-1. On a également le Paris FC qui est allé battre Reims 1-0. Fleury qui a battu l'Olympique de Marseille 4-1. Dijon qui a battu Metz 2-1. Lyon est allé battre Montpellier 3-0. Et le Paris Saint-Germain et Guingamp font match nul, un but partout. Au classement, on va regarder ce que ça donne. Lyon reprend la tête avec 22 points, suivi du Paris Saint-Germain avec 22 points. Une meilleure différence de but, 32 pour Lyon et 28 pour le Paris Saint-Germain. Troisième, Montpellier. Et puis en bas de classement, on retrouve en 11e position Marseille avec 6 points. Et le FC Metz avec 1 point. Et oui, on avait omis de parler de la division 1 féminine. On voit de très bons matchs diffusés chez nos confrères de Canal+. La division 1 Arkema, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein, parce que c'est du naming aussi également. Maintenant, tout est fait à base de naming, bien évidemment, pour recueillir des fonds financiers, faire de la publicité. Et donc, on voit de très jolis matchs et cette division 1 féminine, bien, en tous les cas, prend beaucoup de volume tous les ans et c'est une bonne chose. Et on espère que dans l'avenir, plein d'autres clubs auront l'idée de créer une section féminine. On espère que ça viendra un jour du côté de Sochaux. Mais pour ça, voilà, bien évidemment, il faut aussi des résultats et puis des gros sponsors. On va maintenant pouvoir lancer la page Ligue 1 avec le générique. C'est mieux quand on fait tout dans l'ordre. Oui, vous êtes toujours sur Chalon-Besançon, pardon. Vous pouvez nous écouter sur le 99.5 et également sur internet radio-chalonbesançon.com et également sur le Facebook Live. Vous allez sur la page Frédéric Chevassu et puis vous pouvez nous voir en direct pour suivre cette émission si
Si vous n'avez pas, bien sûr, on n'est pas diffusé dans un grand périmètre, on est une radio associative, il faut aussi le rappeler, donc on n'est pas diffusé, on n'a pas une diffusion hyper extensible. On va maintenant regarder ce qui s'est passé en Ligue 1 ce week-end, car il s'est passé des choses déjà ce vendredi soir avec le Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté de Dijon. Et ça s'est pas très bien passé pour les hommes de Thomas Tuchel. Pourtant, ça commençait bien avec le Paris Saint-Germain qui marque par Kylian Mbappé à la 19e minute de jeu. Mais on avait senti que Dijon allait jouer ce soir. C'est vrai que quand les équipes rencontrent le Paris Saint-Germain, souvent, elles ferment le jeu, elles restent derrière, elles attendent, un peu à l'image de Bordeaux il y a quelques temps. Et Bordeaux avait finalement perdu en fin de rencontre. Et bien là, Dijon... Les Dijonnais ont joué, le DFCO a joué et il a été récompensé également par ce but déjà par Mounir Chouillard à la 45e minute de jeu et retour des vestiaires, 47e, c'est le Vénézuélien Cadiz qui offre le deuxième but pour cette équipe de Dijon qui va être costaud, c'est sûr, elle ne va pas avoir 50 000 occasions dans cette partie, à l'instar des Parisiens qui ont eu énormément d'occasions. Mais quand ça ne veut pas rentrer, eh bien ça ne veut pas rentrer. Ça n'a pas voulu rentrer pour cette équipe de Paris. Moi, je vous propose d'écouter les réactions de Stéphane Joba. Forcément, il est satisfait, l'entraîneur du DFCO. Et également Thomas Tuchel qui revient sur le nombre d'occasions énormes qu'a eu le Paris Saint-Germain. On a su remonter des vertus pour égaliser avant la mi-temps. Celle-là nous fait du bien. Et 2 buts d'ailleurs dans les temps importants du match. Juste avant la mi-temps et juste après, et nous ont fait le plus grand bien et ont un peu plombé le PSG parce qu'après je trouve qu'ils sont un peu tombés dans des numéros de soliste. Ils ont oublié de jouer un peu les uns pour les autres, mais tant mieux pour nous. Je pense aussi que malgré tout, chez les gros, il y a un peu de suffisance quand tu viens à Dijon. Je pense que le PSG n'a pas mis un rythme d'enfer au début, mais je pense qu'on les a contrariés. Et les nombreuses pertes de balles qu'ils ont fini par avoir et où on s'est projeté les a mis en difficulté, mais... Moi, je pense que mes joueurs aussi ces vertus-là aussi par ailleurs, qu'on joue Strasbourg, qu'il faut défendre notre but d'avance, qu'on va à Reims, qu'on est mené à 0, qu'on gagne 2-1, voilà. C'est pas seulement contre les gros, je pense que c'est une de nos marques de fabrique et ça va être le socle de notre progression. Pas simplement dans le foot, mais oui, on a joué très passif pendant les premiers mi-temps. On a manqué précision et rythme et les conséquences dans les challenges et aussi le rythme, on a joué très passif, trop passif, mais pas seulement défensivement, mais aussi offensivement. On n'a pas joué ensemble, on n'a pas joué notre principal de jeu. C'était un peu un effort, égal. Et le deuxième mi-temps, c'était le meilleur, c'était beaucoup meilleur parce qu'on a fait, je pense, 3 frappes pendant les premiers mi-temps et 17 frappes pendant les deuxièmes mi-temps. Peut-être on n'a pas mérité aujourd'hui d'avoir la chance. Et oui, c'est une victoire pour Dijon. C'est heureux, mais c'est normal quand une équipe veut gagner contre nous, qu'ils ont la chance. Et ils ont la chance. Ils ont fait 2 buts. Peut-être sans avoir des occasions, et on a eu beaucoup des occasions. C'était possible de gagner le deuxième mi-temps, mais c'était pas comme ça aujourd'hui. Peut-être pendant le premier mi-temps, on a perdu l'occasion d'avoir la chance. Ils ont perdu l'occasion d'avoir la chance. Ils ont surtout été bien bousculés aussi par une équipe de Dijon qui a joué. Mais c'est comme ça. Hein, dans une saison, on peut perdre aussi des matchs. Les grosses équipes peuvent perdre des matchs. Et tant mieux, hein, parce que ça permet aussi aux autres équipes dites, entre guillemets, inférieures, de pouvoir rivaliser avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Et surtout de se redonner confiance, car ça va donner un moral d'acier pour cette équipe de Paris. En témoigne le cri de guerre des Dijonnais après cette partie. C'est toujours sympa d'entendre des cris de guerre, mais celui-là il est un petit peu spécial, vous allez bien l'écouter. Qui porte fièrement ses couleurs avec une chouette sur le cœur. Dijon, Dijon. Qui vient de s'imposer face au PSG. Dijon, Dijon. Qui vient de taper le PSG. Dijon, Dijon. Nous les terribles guerriers dijonnais poussons notre terrible cri de guerre.
J'ai dit terrible cri de guerre. Parce que Dijon. Parce que Dijon. Parce que Dijon. Oui, c'est toujours aussi sympa, ces cris de guerre. Et bien sûr, ils étaient très heureux à la fin de cette partie, les joueurs de Dijon. À l'instar de Marquinhos, qui lui revient sur cette rencontre et surtout sur le fait que Paris est attendu partout et tout le monde a envie de battre le Paris Saint-Germain. C'est un mauvais contexte pour nous, mais on connaît le foot. Ils sont sur un match, on peut avoir des exploits, ils ont joué comme des héros. Ils ont fait un bon match, ils ont été efficaces dans ce qu'il fallait pour eux. Et nous, on n'était pas, et alors c'est ça le résultat à la fin. On connaît le contexte des équipes quand ils vont jouer contre le PSG. Nous, on est vraiment la référence en France, l'équipe à être battue. Et je pense que c'est un grand espoir pour toutes les équipes quand ils font des bons résultats contre le PSG. Alors, c'est un match vraiment différent pour les autres équipes. Il faut qu'on se mette ça dans sa tête parce que voilà, tous les matchs, il ne faut pas qu'on se fasse surprendre comme on a fait aujourd'hui. Il faut qu'on rentre tout de suite dans le match. On avait bien commencé quand même avec la victoire. Après tous les changements, le temps il a été beaucoup arrêté. Et je pense que ça a été là un peu c'est venu le relâchement. En deuxième mi-temps, c'était mieux quand même. En deuxième mi-temps, c'était mieux pour Marquinhos, mais ça n'a pas suffi. Il est vrai que les Parisiens ont eu beaucoup d'occasions, mais c'est comme ça. Quand ça ne veut pas rentrer, on peut jouer jusqu'au petit matin et ça ne voudra pas rentrer. C'est comme ça, c'est aussi pour ça qu'on aime le football. On va maintenant regarder ce qu'il s'est passé ce samedi avec le match avancé à 17h30. C'était l'Olympique de Marseille qui recevait Lille. Victoire pour les Marseillais. Avec, tiens, c'est bizarre, j'ai pas les bons buteurs là. Fred, tu vas pouvoir peut-être me dire ça tout de suite parce que j'ai bien Morgan Sanson qui marque à la 47e minute de jeu, mais après j'ai plus les autres buteurs. Oui, il y a un but contre son camp, c'est Gabriel qui marque à la 79e contre son camp. Le deuxième but marseillais. C'est ça. Et après j'ai Soumaoro à la 83e. Je pense qu'il y a une petite erreur. Si, non, t'as tout juste. Hein. C'est tout bon ? Oui. Contre son camp, alors. Non, le deuxième but marseillais, c'est un CSC, oui. Voilà, c'est un CSC, c'est ce qui me semblait. Et c'est Soumaoro qui va marquer pour cette équipe de Lille à 83e. Oui, c'était pas... une petite échauffourée sur le but, hein, quand même. Oui, c'est ça. Il y avait un petit cafouillage, mais en tous les cas... Sur le premier but marseillais, il y a déjà un cafouillage entre... Il y a une petite... Oui, il y a eu un petit cafouillage, mais il y a eu surtout... Entre les joueurs lillois et puis le gardien, et puis le gardien de Lille. Il y a eu surtout un changement tactique avec Camara qui n'est pas resté en défense centrale et qui est monté d'un cran. Et je trouve que ce poste lui va à ravir. Et je pense que dans les prochaines semaines, André Villas-Boas va justement changer un petit peu ses plans à ce niveau-là. Et bien justement, on va l'écouter, l'entraîneur André Villas-Boas. Et lui, il revient sur le fait que la victoire est méritée, également sur le changement de tactique. Et Christophe Galtier, simplement, l'OM nous a mis sous pression et on prend 2 buts. On va finir dans le bêtisier, c'est vrai qu'ils étaient un peu casquettes ces 2 buts. Comment analysez-vous le succès de votre équipe ce soir face à Lille ? Je pense qu'on mérite la victoire. C'était un match très intéressant du point de vue tactique. Avec deux équipes dans un système divers et avec des belles déplacements tous les deux équipes. Et un match intense. Et ce qu'on a fait différent, est-ce qu'on a finalement mis l'agressivité, la combativité pendant 90 minutes. C'est vrai qu'à Monaco, on a fait une belle deuxième mi-temps, mais on a déjà 2 buts encaissés. Et à Paris, on a fait une belle deuxième mi-temps, mais on a 4 buts encaissés. Alors aujourd'hui, on a été très professionnels du commencement du match, combativité, agressivité et la qualité du jeu. Et je pense que la victoire est méritée. Dommage qu'on prenne évidemment le 2-1. Ça donne un peu de confusion à le match, mais je pense que la victoire est méritée. On se doutait que l'OM allait avoir un visage différent, très agressif, très intense. Un peu à l'image de nous sur nos 2 derniers matchs. Et on n'a pas su répondre à cela. On a été rapidement pris dans le rythme, dans l'intensité, dans les duels. On a très peu eu de situations favorables dans la profondeur pour jouer vers l'avant. Marseille mérite
mérite sa victoire, du moins nous ne méritons pas de l'emporter. Si nous ne méritons pas de l'emporter, c'est que Marseille a bien fait les choses. Après, je suis quand même très déçu, mais le terme, c'est... Je crois qu'on va être au bêtisier le 31, quoi. Sur les 2 buts qu'on prend, c'est... À ce niveau-là, on ne peut pas prendre ce genre de but-là. Très rapidement, quand on revient des vestiaires, après la pause. Et voilà, ce sont 2 buts avec des fautes très, très importantes, qui ont des conséquences aussi très importantes face à une équipe qui, je le répète, nous a mis sous pression, nous a empêché de jouer, nous a fait ce qu'on a fait, nous, à d'autres équipes, il y a une semaine. Et oui, il n'a pas entièrement tort, Christophe Galtier. C'est bien possible que les 2 buts pris par les Lillois finissent dans le bêtisier de fin d'année. S'il y en existe un pour le football, je ne sais même pas s'il y a vraiment un bêtisier. On le sait pour tout ce qui s'est passé dans l'année au niveau des plateaux télé, des choses comme ça, des émissions. Mais je ne sais pas s'il y a un bêtisier, en tous les cas, sur le football. Si vous le savez, si vous avez cette connaissance, eh bien, dites-nous-le, appelez-nous 03 81 50 67 51 et Fred vous aura en tous les cas le plaisir de vous avoir au bout du combiné. On va maintenant s'intéresser... Ah non, j'avais quelques petites infos également sur l'Olympique de Marseille, avec le club qui soutient Mario Balotelli. Vous savez, on en a parlé tout à l'heure, car il a été de nouveau victime de chants racistes. C'était contre Hellas Vérone, où Brescia s'était taquiné 2-1. Alors, il a exprimé sa colère, Mario Balotelli, en expédiant un ballon dans la tribune concernée et en menaçant de quitter le terrain. Alors, c'est vrai que c'est des scènes tristes, qui n'a pas échappé, bien évidemment, à son ancien club, l'Olympique de Marseille. Donc, le club lui a envoyé ce message en disant pas de place pour le racisme, soutien à Mario Balotelli, et ils ont bien raison. Et nous, on soutient aussi l'attaquant italien Mario Balotelli, et on verra, on en reparlera tout à l'heure dans la page consacrée au FC Sochaux à Montbéliard, car un ancien joueur de Sochaux a été victime aussi également de ces propos tout simplement scandaleux et inadmissibles sur un terrain. Et de toute façon, partout, il n'y a pas que sur un terrain. Partout, ce sont des propos scandaleux. Et le ras-le-bol aussi de Blaise Matuidi, qui justement a lui aussi a été victime. Lui aussi, il a été victime de cris de singe. Enfin, c'est surtout Mario Balotelli qui a été victime justement de ces cris de singe lors du déplacement contre Hellas Vérone, ce qu'on disait à l'instant. Et c'est vrai que tous les joueurs ont dissuadé l'attaquant italien de ne pas quitter le terrain. Et puis c'est ce qu'a écrit le champion du monde 2018 sur Twitter, Blaise Matuidi. Et puis un texte qui a été partagé par Mino Raila, l'agent de Balotelli. Il a simplement dit: nous sommes avec Mario, nous sommes contre toute forme de racisme, les racistes sont ignorants. Et il a, je pense, bien raison. Et c'est pas qu'on pense, c'est que c'est certain même. Et c'est vrai qu'il faut rappeler aussi que le défenseur central de Naples, Kalidou Koulibaly, avait lui aussi été pris pour cible en raison de sa couleur de peau lors du déplacement sur le terrain de l'AS Rome. Ce sont des choses qui sont très fréquentes, et il est peut-être temps quand même que les institutions qui sont en charge de tout ceci prennent enfin leurs responsabilités et puis arrêtent les matchs, tout simplement. Moi, je pense c'est mon avis personnel, je pense qu'il faut arrêter le match, que les joueurs s'en aillent, quittent le terrain, que l'arbitre arrête le match. Et puis, il y a des caméras dans les stades, donc on peut retrouver les gens qui sont auteurs de ceci. Et je pense qu'il faut les punir très sévèrement, voire même les radier à vie. Mais bon, ça, c'est un sentiment, on va dire, personnel. On va maintenant regarder ce qui s'est passé aussi. Également, on va continuer les matchs de la Ligue 1. C'est un petit aparté, mais on en reparlera tout à l'heure. On en reparlera avec vous dans la page consacrée à ce show, car voyez, il s'est passé la même chose pour Marco Ilamaritra du côté du Royal Charleroi. Et j'attends justement vos avis, parce que je voudrais bien qu'on lance un petit débat là-dessus. Et puis là, on va regarder ce qui s'est passé à 20h du côté de Toulouse avec l'Olympique lyonnais qui devait se rassurer. Et c'est chose faite du côté de Toulouse, avec également des buts tout d'abord de Yaya Sanogo qui ouvre le score pour cette équipe de Toulouse. Ensuite c'est Memphis Depay à la 26e minute de jeu qui va
qui va marquer. Ensuite, Anthony Lopez, 57e, contre son camp. Et finalement, Moussa Dembélé et Memphis Depay. Et ça fait 3-2 pour cette équipe de Lyon. Une belle victoire pour justement l'entraîneur Rudy Garcia. Mais on va écouter tout de suite la réaction de Yaya Sanogo qui forcément est très déçu. Et quand on est déçu, eh bien, on se réfugie dans le travail, c'est ce qu'il a indiqué. Et Jeff René Adélaïde, le joueur qui monte du côté de l'Olympique lyonnais, il revient tout simplement sur le fait qu'il y a un bon groupe à Lyon. Et moi, personnellement, j'amène ce que je sais faire. Ouais, on est un peu déçus parce que le scénario s'est répété comme face à Rennes. Donc franchement, je pense qu'on aurait mérité une nulle, mais là franchement on est déçus pour le coup. Vous les avez fait longtemps douter, vous avez résisté. En première période, vous les avez fait douter, en deuxième période, vous avez résisté. Qu'est-ce qui fait la différence? Une petite baisse physique en fin de match ou... Je pense que, je sais pas si c'est une baisse ou je pense qu'il faut qu'on défende mieux, tous ensemble. Et il faut qu'on corrige ça parce qu'on a perdu 2 points maintenant contre Rennes la semaine dernière et aujourd'hui face à Lyon, franchement on est déçus. Allez, on va trouver un point positif quand même. Cette équipe de Toulouse a un autre visage depuis quelques matchs. Il y a un collectif, il y a une envie de défendre ensemble, d'avancer ensemble, de se battre ensemble. Ouais, c'est vrai, je pense qu'on essaye de faire les efforts les uns pour les autres. Maintenant, on n'a pas été récompensé ce soir par cette victoire, parce qu'on voulait gagner. Mais on va continuer à bosser, à continuer à travailler pour les autres matchs à venir. Sur le terrain, aujourd'hui il y a eu une force mentale incroyable parce qu'on revient 2 fois au score et puis on réussit à remporter cette rencontre. Il faut qu'on continue, maintenant il faut bien se préparer pour mardi et puis il faut continuer comme ça. Ce que je retiens, c'est la joie collective aussi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une joie collective à l'OL comme ça. Oui, je sais pas pour vous, mais ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est que là, on commence à être une équipe, une équipe qui veut faire les choses ensemble. Donc aujourd'hui, on va se baser sur ce qu'on a fait de bien. On va essayer d'améliorer ce qu'on a fait de moins bien et on va avancer. C'est de l'inspiration, ça vient comme ça. Je vois le joueur qui tacle. Je tente, ça me réussit. Après, je décale Memphis qui fait un super déplacement et puis fini. Qui c'est qui faisait des roulettes comme ça? Ouais, non, non, on rigole. Non, mais c'est l'inspiration. Le technique dans le cœur du jeu, c'est ce qu'on vous demande. Venir créer des décalages et on sent que vous prenez confiance. Vous allez prendre de la place dans cette équipe. J'essaie d'amener ce que je sais faire. Après, voilà, il faut se fondre dans le collectif. Ça fait 3 mois que je suis là. Je me sens bien. Je continue à jouer, prendre du plaisir. C'est ce que j'aime, le foot. Et puis après, ça viendra. Après, ça viendra avec Marcello, le Lyonnais, qui a été pris pour cible. Et il a été insulté. Alors, ça a commencé le 23 octobre à l'aéroport de Lisbonne, après la défaite face à Benfica, lorsqu'une altercation verbale a opposé le Brésilien et des membres du COP Virage Nord. Depuis, les ultras lyonnais ont fait du joueur leur bouc émissaire. Et samedi, celui-ci a été victime d'insultes et de jets de projectiles durant son échauffement à Toulouse. Bon, il est finalement pas rentré en jeu. Ça a même obligé la sécurité à intervenir. Et en tous les cas, c'est vrai que Marcello a repris place sur le banc et le quotidien sportif affirme qu'une titularisation du Sud-Américain mardi à domicile en Ligue des Champions face à Benfica est trop risquée et totalement exclue dans ce contexte. En tous les cas, c'est quand même navrant et c'était bien sûr le quotidien sportif, c'était nos confrères de l'équipe. Eh bien, on va continuer notre bonhomme de chemin et on va aller du côté d'Angers. Angers qui recevait l'équipe de Strasbourg et ça fait 1-0 pour les Angevins de Stéphane Moulin avec Bauken, 26e sur penalty, l'unique but de cette rencontre. Avec la réaction de Stéphane Moulin qui dit ce n'est pas notre plus belle victoire. Et Thierry Lauré, on est malheureux et malchanceux ce soir, c'est vrai, il peut le dire, le technicien strasbourgeois, car voilà, on va dire que Strasbourg a eu beaucoup d'occasions et a fait le jeu dans cette partie. Oui, même si on n'a pas concédé beaucoup d'occasions, mais c'est vrai que dans la maîtrise du jeu, Strasbourg nous a été supérieur, mais on le savait. Après, on a eu effectivement beaucoup de difficultés en première mi-temps, mais on a globalement bien défendu.
c'était déjà pas mal, mais en deuxième mi-temps, il fallait faire un peu mieux, même si on a réussi à avoir le score. Ce qu'on a réussi à faire par période, mais on est tombé face à une équipe de Strasbourg qui a de la qualité, je le sais, on le savait. Et c'est pas notre plus belle victoire ce soir, mais c'est une victoire qui compte. Il y a 15 jours, face au Brestois, on devait gagner et on a perdu. Donc ce soir, je ne dis pas qu'on ne mérite pas de gagner, parce que je pense que sur le nombre d'occasions, ça doit être à peu près égal. Mais on est tombé face à une équipe qui nous a posé effectivement beaucoup de problèmes. Oui, et je dirais même qu'on a été encore meilleur en deuxième, parce qu'en première mi-temps, il nous a manqué la vitesse de transmission. On a cherché à jouer, mais notamment après l'ouverture du score des Angevins, il fallait qu'on mette beaucoup plus de rythme dans le jeu de passe, dans le tempo, et c'est vrai que sur les premières relances, on a eu du mal à lâcher la balle suffisamment rapidement pour empêcher ce bloc angevin de se remettre en place et de nous poser des problèmes. Après, je trouve qu'on a fait des choses qui étaient sensiblement intéressantes, mais on manquait de rythme. Et en deuxième mi-temps, on a perdu peut-être un peu plus de ballons par moment, dans le cœur du jeu ou dans les 30 derniers mètres, mais au moins on a cherché à mettre un peu plus de vitesse, et comme par hasard, on s'est créé des situations qui étaient beaucoup plus nettes. Après, voilà, on n'est pas très chanceux parce que Ludo fait un arrêt, enfin Ludo Butel fait un arrêt un peu chanceux sur sa sortie, mais c'est bien joué, mais il touche avec la cuisse et ça sort le ballon. Notre Ludo se retrouve en bonne position, il fait une action qui est super, mais il est contré au dernier moment par le défenseur. Voilà, donc voilà, il y a des petites choses qui nous manquent à l'heure actuelle dans les 30 derniers mètres. Je viens de regarder les chiffres, c'est assez. Quand on regarde les chiffres, on se demande comment on a fait pour perdre 1-0, mais à l'arrivée, on a perdu 1-0 parce qu'on a offert un but sur un penalty. Voilà, c'est dommage, mais on avait travaillé cette semaine justement à ce niveau défensif, les plongées des milieux angevins, et on se fait surprendre justement par la plongée d'un milieu angevin. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses à corriger encore, bien entendu, mais c'est vrai que sur le match de ce soir, je trouve qu'on est malheureux, oui, ça c'est une évidence. Ils sont malheureux, les hommes de Thierry Lauré, sur cette rencontre face à Angers. Direction Metz, cette fois-ci, avec Metz-Montpellier, où il y a eu des buts. Et pourtant, ce sont les Messins qui menaient 2-0 avec la 26e minute de jeu. Habib Diallo qui marque le premier but. Opa Nguet marque le deuxième, 47e. On se dit que Metz tient peut-être sa victoire cette saison. Eh bien non, patatras. Montpellier est revenu dans cette seconde partie avec Andy Delors, 72e minute de jeu, et Salomon Sambia, 78e. On va écouter tout de suite la réaction de l'entraîneur Vincent Ognon, qui dit c'est pas possible, on va y arriver. Il est très déçu, bien évidemment. Et Michel Derzakarian, bon, première mi-temps, on a été nul, tout simplement. C'est ce que retient le technicien montpelliérain. Écoutez, moi je suis extrêmement déçu du résultat, parce que on mérite de l'emporter largement. On a dominé largement ce match pendant une grande partie. Et il y avait tout ce qu'on voulait. Voilà. Que ce soit défensivement, offensivement, tout se passait très très bien. Et malheureusement, ce but, voilà, largement évitable. Voilà, en tout cas. Et relance un peu Montpellier. On a un joueur incertain qui ne sait pas s'il va continuer à jouer ou pas. Il y a 5-10 minutes de flottement. Et ils reviennent au score. On a essayé de remballer le match derrière, mais on avait laissé un peu trop d'énergie, même si les joueurs y ont cru jusqu'au bout. Donc énormément de déception, notamment pour les joueurs. Mais après, il faut faire le dos rond dans ces moments-là, parce que c'est pas possible autrement que voilà, ça va finir par tourner. Voilà. Évidemment qu'on devra faire mieux sur certains points, mais en tout cas, il faut être persévérant et continuer comme ça, parce qu'on a montré tellement de qualité que pendant une grande partie du match que ça va payer, c'est pas possible autrement. Qu'est-ce qui en est ressorti? Qu'on a fait une première mi-temps exécrable et qu'on s'est réveillé après le deuxième but. Pourtant, quand vous dites première mi-temps, le deuxième but est arrivé en seconde mi-temps, au début de seconde mi-temps, vous avez été cueilli à froid. Je te dis. La première mi-temps a été nulle, et la deuxième mi-temps, on s'est réveillé après le deuxième but. Un peu trop tard. Comment est-ce que vous expliquez du fait de devoir être mené 2-0 avant de réagir? C'est quand même assez étonnant de la part de votre équipe. Je ne m'explique rien du tout, j'arrive pas à comprendre. Je leur ai posé la question pourquoi on attend de prendre des gifles pour réagir. Ça fait depuis le début de saison, là, on est défaillant à l'extérieur, on a du mal à faire un match complet du début à la fin. Voilà. On avait fait une très bonne mi-temps à Bordeaux, et depuis, nos matchs sont insipides à l'extérieur. Je crois pas. La peur, je sais pas. Il faut demander aux joueurs s'ils ont peur, mais si on a peur de jouer au football, de jouer à haut niveau, sur un beau terrain, un beau stade, voilà, il faut prendre du plaisir. Plaisir à se faire des bonnes passes, à faire des courses, parce qu'au football,
Il faut courir quand il y a le ballon, il faut courir quand il n'y a pas le ballon, il faut mettre de l'intensité, il faut mettre de la justesse. Et tout ce qu'on n'a pas mis en première mi-temps, on n'a rien fait. On n'a rien fait, c'est ce que dit le coach montpelliérain, et forcément, mais oui, il faut prendre du plaisir, c'est ça le plus important dans le sport. Bien évidemment, c'est le mot plaisir, il a tout compris Michel Derzakarian. Avec tout d'abord le match Nîmes-Rennes qui a été reporté car il tombait des trompes d'eau du côté de Nîmes, reporté à une date ultérieure. On va passer cette fois-ci au dernier match ce samedi avec Amiens qui recevait Brest. Et un seul but dans cette rencontre, il est l'œuvre d'Otero, 27e minute de jeu pour les Amiénois, et ça fait 1-0, et surtout ça fait 3 points de plus dans l'escarcelle de cette équipe de Lucas Elsner, et qui lui revient sur le fait que ce genre de match va leur servir s'ils veulent se maintenir. Et puis du côté d'Olivier Dalloglio, lui il est un petit peu plus déçu parce qu'on pouvait ramener un point, c'est ce qu'il dit, donc c'est forcément frustrant. Je pense que des matchs comme ça, on en a besoin. C'était un match avec une grosse pression pour nous, surtout parce qu'on se devait à la maison de bonifier nos 2 matchs à l'extérieur, notre bonne dynamique, puis on a réussi à gagner. Est-ce qu'on va retenir énormément de choses de ce match dans le contenu? Probablement pas. On n'a pas été les plus beaux à avoir joué, mais il y a un moment donné, ce qui compte, c'est la victoire, et on a réussi à l'avoir. On a peut-être mis plus de buts sur d'autres matchs, mais on a rarement gardé un clean sheet, et aujourd'hui, ça vaut autant que n'importe quel autre but qu'on a marqué jusqu'à présent. Oui, je pense que ça a bloqué un peu notre dynamique derrière. On s'est retrouvé un peu à ne pas trop savoir quoi faire. On n'a pas retrouvé notre qualité qu'on avait eue au début de match où on l'avait lancé sur un bon rythme. Et je pense que ça nous a un petit peu pénalisé, mais c'est la vie, c'est les faits de jeu qui sont comme ça. Il faut qu'on retienne ce qu'on a fait de bon, et on a réussi à marquer dans cette première mi-temps qui était plus que moyenne. Et puis on a souffert, on a dégagé des ballons sur notre ligne. Mais c'est aussi comme ça qu'on va arriver à se maintenir. Oui, on est déçus, bien sûr, parce qu'en fait, l'entame de match n'a pas été celle qu'on voulait faire. Elle manquait d'intensité. Ils ont été beaucoup plus intenses que nous, donc à l'arrivée, on se fait punir. On a la chance que Gauthier Larsonner arrête un penalty, parce que là déjà, on s'était endormi au bout de 2 minutes de jeu. Et on se fait punir après sur une faute défensive où on n'est pas présent. Donc première mi-temps et très moyenne en termes d'intensité. Et deuxième mi-temps est complètement différente, beaucoup plus de vie, de jeu, d'occasion. Même si je regrette quand même pas mal de fautes techniques, malheureusement. Les centres pas ajustés, des ballons en profondeur pas ajustés non plus. Donc, il nous a manqué quand même quelque chose, mais je pense qu'on pouvait ramener un point d'ici. Donc effectivement, la frustration elle est bien présente. Il est frustré, bien évidemment, Olivier Dalloglio. On va maintenant s'intéresser au derby de l'Atlantique entre Bordeaux et Nantes, qui a tourné à l'avantage des Girondins de Bordeaux qui s'impose 2-0. Des buts signés Camano, 37e minute de jeu, et Wang à la 57e minute de jeu. Et finalement, c'est Bordeaux qui s'impose 2-0. Avec la réaction de Laurent Kolciasny, le défenseur de cette équipe, il n'est pas encore entraîneur, peut-être qu'un jour il deviendra entraîneur, mais pour le moment il est défenseur central de cette équipe de Bordeaux. Il revient sur le fait que ça fait du bien pour la confiance, et si on veut jouer plus haut, car Nantes est bien classé, Nantes est dans les premières positions au classement, et il faut battre ce genre d'équipe. Et Abdoulaye Touré, c'était important pour les supporters, car à la fin du match, ils ont été pas pris à partie par leurs supporters, mais les supporters étaient déçus du côté de Nantes, et pourtant Nantes est 3e actuellement, car Nantes fait quand même une très belle saison. Eh bien, forcément, c'est un match qui compte, ce sont des derbies, donc les supporters ont envie de les gagner, on les écoute tous les deux. Après 2 défaites, surtout le dernier match où on a manqué d'application, beaucoup de déchets techniques. Et ce soir, on a été efficace dans les 2 surfaces. On a gardé le clean sheet et on a su marquer les buts. Je pense que c'est un match complet. On a été solide. Quand on a pu, on a essayé de jouer au ballon et aller de l'avant. Donc c'est bien pour la confiance. C'était un match très important pour savoir si on était capable de rester dans le peloton de tête, on va dire, où c'est très serré, ou alors d'être en bas. Donc là, c'est bien d'avoir les 3 points. Maintenant, on a encore un match avant la trêve. À nous de continuer à travailler comme on fait depuis le début de la saison. Les choses se mettent petit à petit en place. Les joueurs prennent la confiance et commencent à bien comprendre le système de jeu. Donc voilà, c'est bien. Le match, c'est 90 minutes.
la victoire de Bordeaux aujourd'hui, elle est méritée. Sur l'ensemble du match, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Eux, ils ont peu d'occasions, mais ils arrivent à les concrétiser. Nous, avec trop de déchets, trop de jeux à 2 à l'heure, on ne peut pas faire la différence et ça s'est vu ce soir. Abdoulaye, on vous a vu aller discuter avec les supporters. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils sont un peu durs quand même, parce qu'on l'a vu, vous êtes 3e aujourd'hui. Non, mais ils savent que c'est un derby et que c'est important pour eux. Aujourd'hui, on n'a pas rendu la copie qu'ils attendaient. C'est un peu normal qu'ils soient frustrés, mais il va falloir relever la tête et la semaine prochaine, il y a un match très, très important. Et oui, il faut relever la tête car les matchs s'enchaînent et l'équipe de Nantes la semaine prochaine recevra l'AS Saint-Étienne. On va regarder ce qui s'est passé à 17h entre le match entre Nice et Reims. C'est pareil, c'était un match à haute tension, surtout pour Nice car les supporters ne sont pas contents du côté d'Allianz Riviera, mais un nouvel actionnaire est arrivé. Il faut un petit peu de temps avant que tout se mette en place. Et pourtant, c'est Nice qui va s'imposer dans cette rencontre 2-0 avec un carton rouge distribué par M. Stinat, l'arbitre de cette rencontre, justement un joueur de Reims qui avait fait un signe en l'applaudissant. Bon, après, moi je sais pas, il n'y avait pas franchement grand-chose. Bon, c'est des choses à pas faire, bien évidemment. En tout cas, l'arbitre a vu rouge et a donné ce carton rouge. Et ça a été un petit peu plus facile pour cette équipe de Nice qui a marqué un beau but par William Cyprien à la 32e minute de jeu, avant que Christophe RL, qui est passé bien évidemment du côté de Sochaux, mais pas assez longtemps, qui a marqué à la 41e minute de jeu. C'est Nice qui s'impose 2-0. On écoute les réactions d'un homme en forme du côté de Nice qui fait vraiment de très très bons matchs. C'est Youssef Attal qui a simplement indiqué on se devait de gagner cette rencontre. Et du côté de Reims, c'est le défenseur central Younis Abdelhamid. Le penalty nous a fait du mal, mais il faut se projeter car la semaine prochaine, c'est Angers. Aujourd'hui, on a besoin de ça, on a besoin d'être bien concentré parce que ça fait longtemps. On n'a pas gagné, ça fait longtemps. On n'était pas dans l'état d'esprit. Et aujourd'hui, on était bien concentré, on était là. On veut gagner, c'est ça le plus important. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de concentration. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, qu'on a gagné ce match et il faut continuer comme ça, travailler. Et prochain match, on sera plus efficace et plus concentré pour gagner le match prochain parce qu'il va être beaucoup difficile que ce match d'aujourd'hui. Un tout petit mot, Youssef, sur le public. Quelques sifflets en seconde période, ils attendaient mieux les supporters niçois, notamment un 3e but. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Il ne faut pas penser comme ça parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. Et aujourd'hui, on a un peu de pression. Et le plus important de gagner. Et normalement, ils vont être satisfaits pour ce match parce qu'on a fait un gros match aujourd'hui. En plus, on a gagné 2-0, on n'a pas encaissé. Et maintenant, il faut encore travailler pour faire des bons matchs et pour gagner les autres matchs parce qu'on a besoin de gagner des matchs. Oui, franchement, c'était dur. On va dire que le carton rouge a changé la tournure du match parce qu'on était bien dans le match. Je pense que voilà, on avait tout pour les mettre en difficulté. Après, avec ce rouge, on ne sait pas pourquoi on s'est effondré d'un coup. On a pris le premier but, même si on encaisse un but, je pense que c'est pas grave, mais le deuxième, il nous fait vraiment mal. Et du coup, à 2-0, voilà, à 1-0, on avait encore la possibilité de revenir. À 2-0, c'est plus compliqué, sachant que Nice joue très bien au ballon aussi. Donc voilà, ils ont fait tourner, ils nous ont fait courir. Et donc malgré tout, on a essayé, on a eu une petite opportunité avec Mathieu. Malheureusement, si on avait réussi à marquer, on les aurait fait douter. Mais bon, voilà, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, maintenant, ça fait partie du foot, faut oublier. Et samedi, on a la réception d'Angers. Et oui, déjà la réception d'Angers pour cette équipe de Reims. On passe cette fois-ci au dernier match de cette 12e journée avec l'AS Saint-Étienne. Pareil, un club sous pression également qui recevait Monaco, mais ça va un petit peu mieux depuis que Claude Puel est arrivé. Un seul but dans cette rencontre, il a l'œuvre de Denis Bouanga à la 59e minute de jeu. Bon, le premier mi-temps, on s'est un peu ennuyé. Bon, je sais pas à vous, mais moi je me suis un peu ennuyé dans cette première mi-temps.
Et ensuite, en seconde, eh bien, ça a été un petit peu plus prolifique. Ça a bougé un petit peu plus avec beaucoup de choses à dire sur l'arbitrage. On écoutera Leonardo Jardim tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il était très en colère. Et quand il est très en colère, bon, on a un peu plus de mal à comprendre ce qu'il dit, mais on arrive quand même à voir qu'il en veut à l'arbitrage de cette rencontre. Eh bien, justement, je vous propose d'écouter Claude Puel qui revient simplement sur le fait qu'il faut que son équipe s'emploie pour remporter des points. C'est très, très compliqué à chaque fois. Et puis Leonardo Jardim, lui, il est très, très en colère après l'arbitrage. Vous allez l'écouter. Je fais pas attention à la série, sincèrement, parce que quand on voit comment on doit s'employer pour prendre des points et gagner un match, on ne peut pas s'attarder sur une série. On essaie de répondre présent à chaque fois. Il nous manque souvent des petites choses, mais là où on ne peut pas nous prendre en défaut depuis un moment sur tous ces matchs, c'est au niveau du caractère et au niveau des efforts et de la solidarité qu'il y a dans cette équipe. Donc déjà c'est sympa de voir ce cœur dans ce groupe et dans cette équipe. Maintenant, je cache pas qu'on doit encore s'améliorer et prendre confiance un peu plus avec le ballon. Je trouvais notre deuxième mi-temps et l'entame de la deuxième mi-temps bien meilleure. La première, on était à peu près, on se précipitait, on voulait aller trop vite sur des longs ballons avec beaucoup de déchets et puis ça permettait à cette équipe monégasque d'avoir une bonne maîtrise et de nous faire mal, même si on a quand même de belles situations, de belles occasions également en première mi-temps. Après, je trouvais la deuxième mi-temps bien mieux. On les a beaucoup plus gênés et puis sur des remontées des balles, on a été plus propre et plus patient, c'est la voie à suivre. C'est passé que tout le monde regardait. Valider un but qu'une faute grossière, une transition de Saint-Étienne. C'est incroyable comme nous avons de tous les mécanismes en France, nous avons de télé, nous avons de caméras. Toutes les personnes regardent pour la télé. 99% il y a toutes les mêmes opinions, vous aussi. Et après, à personne qui regarde les choses sont professionnels de ce métier, il n'est pas de rien. Mais pourquoi parler de choses comme ça quand nous ne sommes pas capables? Nous qui sommes professionnels de football, nous sommes capables de faire notre job. C'est que c'est triste. C'est triste d'expliquer aux joueurs pourquoi. La semaine dernière, ils nous annulaient un botannage parce qu'ils allaient 2 minutes avant chercher un hors-jeu. Aujourd'hui, c'est pas ça. 4 minutes avec 2 rouges, 6 changements, 4 minutes seulement de temps. Ça, je ne comprends pas. Sincèrement, je suis dessous parce que je suis professionnel de football et j'aime que les personnes de football restent respectées. Mais avec une attitude comme ça, beaucoup de fois, nous perdons le respect. Bon, il va falloir à un moment donné que tout le monde se mette autour de la table, joueurs, staff, arbitres, car il y a beaucoup, les décisions sont contestées tous les week-ends. Donc je pense qu'il va falloir faire quelque chose à un moment donné, c'est plus tenable. Après, la VAR est critiquée aussi également, la VAR a fait du bien évidemment, mais il y a aussi des moments de tension provoqués justement par la VAR, donc peut-être qu'il faut un petit peu plus de communication et de dialogue et surtout d'écoute entre tout le monde. On va regarder ce qui se passera la semaine prochaine avec cette 13e journée qui débutera ce vendredi 8 novembre avec Nice qui recevra Bordeaux à 20h45. On continuera ce samedi 9 novembre avec à 17h30 Brest-Paris-Saint-Germain, à 20h Strasbourg-Nîmes, Lille-Metz, Monaco-Dijon, Reims-Angers. Et ce 10 novembre, il y aura 4 rencontres parce qu'il y a la Coupe d'Europe cette semaine plutôt, avec poursuite de cette 13e journée avec à 15h Rennes-Amiens, à 17h Nantes-Saint-Etienne, Montpellier-Toulouse. Et à 21h, le choc des Olympiques entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Ça sera sans doute une très belle affiche. On va regarder le classement. En tête, le Paris Saint-Germain avec 27 points. Deuxième, Angers, 20 points. Troisième, Nantes, 19 points. Quatrième, Marseille, 19 points. Cinquième, Lille, 18 points. En bas de classement, on retrouve 18e, Toulouse, premier barragiste avec 12 points.
19e Metz avec 12 points, c'est très très serré en bas de classement. Et 20e Nîmes avec 11 points en classement des buteurs. Statu quo avec Ben Yedder qui est en tête, le Monégasque avec 9 buts. Dembélé le Lyonnais avec 8 et Habib Diallo avec 8. Lui qui a marqué un but ce week-end et qui revient à hauteur de Dembélé. On en a terminé avec la Ligue 1. Vous êtes toujours sur Shalom Besançon 99.5 et vous pouvez nous écouter également sur radiochalombesançon.com et également sur la page le Facebook. Vous tapez Frédéric Chevassu et puis vous arrivez sur mon Facebook Live pour nous suivre en direct. On va maintenant s'intéresser à la Ligue 2 et voir tout ce qui s'est passé et bien évidemment à votre club, le FC Sochaux Montbéliard victorieux ce week-end.